Held Up, il est pas si intéressant que ça. Mais moi j'aime bien Vion. Je lui fais confiance sur son contenu, donc vas-y, hein. Vision. Ouais, mais j'aime bien dire Vision. Chaud pour Vision. Vas-y, hein. On fait ça et après je vous raide. Gaucionisme. Pourquoi gaucionisme? Ah oui, Zion. Ok, j'ai capté. Je crois que j'ai capté la blague. Le zap de Vion. Ouah, les anciens. Les anciens. Eh, est-ce qu'il y a des anciens du chat qui regardaient le zap de Vion? C'est quelque chose, hein. Nous, on regardait le soir en fumant du shit et en mangeant des pizzas. Regardez le zap de Spion. C'est drôle. Ah, par contre, j'ai la dalle. Je vais manger. Je me suis pris une part de crumble. J'ai trop faim. Oh, je me suis pris une part de crumble à la boulangerie. Oh, le banger. Le crumble. Non, un crumble aux fruits rouges. Encore mieux. Crumble aux pommes, c'est bien. Mais que crumble aux fruits rouges, c'est de la drogue. Régale-toi, reine. Ah ouais, carrément. Putain, il y en a beaucoup, ça pourrait être des money slaves hein, sur ce chat quand même. Hein. Merci Critère, merci pour le sub pour 6 mois d'avance, OMG. Il y a des gens, ils ont pas lu Mediapart. Pardon. Voilà, il a pris une petite glace, en tout vite, un petit sucre. Ce qui est bien, c'est que c'est une boule. Sauf que là, c'est une boule quoi. Ouais, moi je m'attendais à un petit truc. Mais... T'as payé combien? 6 $? Ouais, il y avait un tips de 1 $. Ouais. Ouais, 6 $, ça fait quoi? Ça fait... Envoie photopied. Putain, en plus, les gens, vous pouvez pas voir, mais j'ai acheté probablement les chaussures qui m'ont coûté le plus cher de toute ma vie récemment. Et du coup, je les porte en ce moment. Et elles sont très très belles, mais je vous les montrerai pas. 5,50 €, un truc comme ça. What the fuck? Ça passe quoi? Oh, c'est la guerre. C'est le fédéral modulator signal. Mec, ils vont chialer sinon D. Preuve des chaussures, vas-y, montre ou mensonge. Regardez. Elles sont jolies, non? Attendez, je veux votre avis. Avis sur la chaussure. Elle est bien, hein? C'est beau ça, non? D'après vous, ça coûte combien? Bon, c'est pas des cadeaux que je me fais souvent. BDSM sur 20? Pourquoi BDSM sur 20? Composé à 95% d'air. 280, 500, 250, 300, 800. Ah, vous y êtes pas. Non, 800 ou 500, c'est beau, c'est trop les gens. 150 €, non, c'est plus cher que ça. 170, 130, 150, 100, 200, 400. Bon, j'ai payé 370. Oh. J'ai un peu honte quand même. Hein. Mais je m'étais jamais acheté un truc cher comme ça. Et je me suis dit, bah, autant acheter des chaussures. Combien? 370. J'ai un peu honte. Je vais toucher ma cheminée en marbre là. Ah. Ça a l'air d'aller la moufette. Non mais les gens, j'avais un peu de sous de côté. Je voulais m'acheter une belle paire de chaussures. Voilà, j'ai peut-être mis un peu trop de sous. C'était un coup de tête. Mais je regrette pas. Elles me vont bien, elles sont belles. Et en plus, l'avantage des pompes qui coûtent cher comme ça, c'est que si t'en prends soin, avec des produits et tout, tu peux les revendre quasiment au même prix. Hein. En fait, moins vous achetez cher, plus ça perd en valeur. Alors que quand ça vaut un certain prix, ça reste une marque. Donc en fait, ça perd pas tant que ça en valeur. Bref. Prix du 50 grammes de weed, oui. Oui, elles sont belles. Oui, voilà. Les gens, jugez-moi, je suis une bourgeoise, quoi que ce soit. Mais la différence, c'est que vous êtes peut-être des... Vous vous êtes peut-être... Ah, putain, pourquoi je sais pas parler? Vous vous êtes peut-être déjà acheté des trucs chers comme ça. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'achète un truc à 370 balles. Hein. C'est la première fois de ma vie que je m'achète un vêtement qui coûte ce prix. Mais du coup, je suis un peu heureuse. Ça me fait plaisir. J'ai jamais osé. Bah, je pense dans ce chat, il y a des gens qui se sont offerts des trucs, quoi. Et c'est ok. Bah oui. Oui. Mais c'est vrai que ça devrait pas coûter aussi cher en vrai. Mais oui. C'est quoi les chaussures? Je sais pas. C'est une marque italienne. Par contre, la pub, quand on est sub, j'en peux plus. Mais je te jure que je n'ai aucun contrôle là-dessus. J'ai pas là. En fait, peut-être qu'il y a un paramètre Twitch que j'ai activé sans le savoir, mais je crois que je n'ai aucun contrôle là-dessus. Hein. C'est juste Twitch qui met de plus en plus de pubs, hein, je crois. Après, peut-être je me trompe, peut-être je suis une merde.
Mais j'ai pas. En fait, moi, je n'ai pas activé les pubs sur mon stream. Il y a d'autres gens, ils les activent les pubs. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc ça m'étonne en fait. C'est la seule avec qui ça fait ça. Ouais, c'est bizarre. C'est la seule chaîne sur laquelle ça fait ça. Bah écoutez, j'irai vérifier, mais c'est... Oui. Bon, allez. Putain, t'en léger, frérot. Donc ça se trouve, il y a une tornade là qui arrive à tout moment. Peut-être, hein. J'en ai toujours une au début. Bah oui, mais en plus, ce qui me casse les couilles, c'est que les revenus sur les pubs, ils sont ridicules sur ma chaîne. Hein. C'est pour ça que ça m'énerve, en fait. Pourquoi ils mettent des pubs au début de mes streams, alors que ça me fait zéro thune? J'en ai pas besoin. Vous êtes à la maison et le repas est presque prêt. Vous prenez une grande OMG la 3D. respiration et pensez à l'après-midi qui vous attend. Après, c'est quoi ce steak? On dirait une semelle, là. Une partie de foot avec vos amis, un tour à la piscine, une balade en forêt. Quoi qu'il en soit, une longue et chaude journée vous attend. Cependant, quelque chose se profile à l'horizon. Quelque chose d'imprévu. Quelque chose Laissez-moi deviner, une tornade? Vu que le sujet, c'est les tornades. qui vient perturber votre paisibilité. La lumière diminue progressivement, encore et encore. Puis soudainement, ce son, vous le reconnaissez, et vous comprenez que quelque chose se dirige droit vers vous. Rase? Rase? Non, ça... Une sauce Twitter. Oui, c'est vrai. Là, je suis dans ma chambre, là. Je suis en train de lire l'article Mediapart, là. Elle, c'est une mère et elle est en train de se faire escroquer par quelqu'un, se faisant passer pour son fils, tentant de lui soutirer de l'argent. Ce qu'il s'est passé, c'est que ses données personnelles ont été compromises et rendues Oh, mais c'est une pub, putain! Oh, il m'a bien eu, le salaud. Colorado tumbleweed. And here, some of the most spectacular ramadas. J'ai envie de vous poser une question, le chat. Qui a déjà vu de près une tornade? Moi, j'en ai jamais vu. La seule tornade que j'ai vue, c'est dans la cour de récré quand il y a beaucoup de vent et que ça fait un tourbillon et que il y a les feuilles des arbres dedans. Nope, c'est sûr qu'il y a quelqu'un. Il y a au moins quelqu'un dans ce chat qui a vu une tornade. Il n'y a pas des ricains là? Il n'y a pas des japonais? Tourbillon dans la piscine. Non mais, tirer la chasse d'eau n'est pas une tornade. Hein. 2 fois à la plage, mais très petite. Ok. Il y en a en France? Est-ce qu'il y a eu des tornades en France? Sûrement, ouais, je pense, ouais. Mais nous, c'est plus des... Nous, c'est plus de temps en temps des ouragans ou des... Enfin, tu sais, qui sont pas très loin de chez nous, dans l'océan, quoi. Des ouragans, des trucs. Mais des tornades sur le sol, ça arrive moins. Ouais, des tempêtes, des trucs comme ça. Nous, c'est plus ça. Oui, en fait, la différence, un ouragan, c'est que c'est une tornade avec de l'eau, quoi. En gros. Quand j'avais 7 ans, j'ai failli m'envoler. Ok, Superman. Il y en a eu une dans le nord, à Aumont. Bah, ça va alors, parce qu'ils étaient assez hauts sur le mont, quoi. Ils ont pu éviter la tornade, j'imagine. Ok. Au bled, j'ai vu plein de mini-tornades d'une 15aine de mètres. Ah ouais? Ok. Regarde la tempête de 1999, elle est assez réputée pour les dégâts qu'elle a fait dans l'Ouest. Attends. Moi, je veux voir la gueule qu'elle a. Les tornades françaises, là. Creekmoor, la tornade du siècle. Ouais, mais là, c'est en Amérique, là.
Tempête du siècle. Attendez, Archivina. Le 26 décembre, la tempête. Ah, mais nique ta mère, bloqueur de... Oh, les vieux qui ont connu la guerre et qui font référence à tout. Putain, ça me rappelle mon grand-père. Moi, mon grand-père, quand il y a eu les gilets jaunes, son avis, c'était... Moi, j'ai connu les Allemands. Ils ont foutu le bordel dans nos rues. Et pourquoi les gilets jaunes, ils foutent le bordel? Ils ont pas connu la guerre. De quoi ils se plaignent? Sous l'effet de la pluie. Et regarde, vous m'avez vendu une tornade, il y en a pas. Waouh, par contre, ça c'est magique. On dirait c'est le doigt de Dieu. C'est une vision divine, quoi. Ça pourrait être dans Évangélion. C'est le doigt de Dieu. Les tornades. Pour être honnête, en vivant en France, ce n'est pas vraiment le genre de phénomène qu'on croise tous les jours. Pourtant, j'ai ce souvenir qui me revient parfois. J'étais enfant, dans la cour de récré, et il me semble avoir vu une petite tornade. Ah oui, voilà. Des fois, je voyais... Ça j'ai déjà vu des trucs comme ça, là. C'est drôle, en vrai. Alors, quand t'es gosse, t'as envie de rentrer dedans. Rien de bien spectaculaire, juste un tourbillon de feuilles qui dansait au milieu des cris d'enfants. Et puis un jour, je suis tombé sur une vidéo. Puis une autre, et encore une autre. Toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Et là, c'est devenu une obsession. Une cascade de questions s'est mise à tournoyer dans ma tête. Où apparaissent-elles? Pourquoi? Comment? Les plus violentes? Les plus anciennes? Bah, là où il y a du vent, il est con ou là, lui. Il faut du vent, hein. Je voulais comprendre. Alors j'ai fait ce que je fais souvent quand quelque chose me dépasse. J'ai commencé par le début. Très vite, je me rends compte d'une chose. Les tornades ne sont pas un phénomène réservé à un seul coin du globe. On en trouve un peu partout, en Australie, en Afrique du Sud, en Argentine, au Bangladesh, au Royaume-Uni et même ici, en France. Bah oui, mais c'est quand même à chaque fois, c'est des coins qui sont assez proches de l'océan. Il n'y a pas trop de terre qui vient encadrer tout ça. Et de ce fait-là, il y a beaucoup de vents violents. Parce que littéralement, il n'y a pas d'obstacle en fait. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'immeubles. Il n'y a pas d'obstacle. Donc ça arrive plus souvent dans des coins comme ça. Enfin, j'ai l'impression. Il y a bien un pays qui sort du lot, ce sont les États-Unis. Et puis après, c'est aussi parce que, enfin, faudrait voir la carte des vents, mais c'est là où il y a les vents les plus violents, quoi, non? C'est ça aussi. Là-bas, on recense en moyenne 1000 tornades par an, contre environ 300 pour toute l'Europe. Maintenant, il faut comprendre que toutes les régions ne sont pas égales face aux tornades. Prenons la Floride, par exemple. C'est l'État américain qui connaît le plus grand nombre de tornades chaque année. Mais rassurez-vous, elles sont souvent de faible intensité. En revanche, si l'on parle de tornades vraiment puissantes, alors il faut regarder du côté d'un regroupement d'États que l'on appelle la Tornado Alley. Là, les conditions sont idéales pour que naisse Tornado Alley, ok. Le monstre. Pourquoi? Eh bien parce que 3 masses d'air totalement différentes s'y rencontrent. De l'air froid venant du nord, de l'air sec venant de l'ouest, et de l'air chaud et humide qui remonte du golfe du Mexique. Quand ces 3-là se croisent, cela peut créer un orage violent et parfois un mouvement de rotation des vents. Ce phénomène forme alors ce que l'on appelle un entonnoir nuageux. Et si cet entonnoir touche le sol, alors on parle officiellement d'une tornade. Donc l'orage qui peut engendrer une tornade, on appelle ça un orage supercellulaire. Donc c'est des orages très puissants déjà bien sûr et qui ont plein de phénomènes assez extrêmes à l'intérieur, des grêlons immenses. Et en fait c'est ça qui est fou, c'est que plus vous voyez une tornade clairement, moins elle est dangereuse. En fait j'ai l'impression que les tornades les plus dangereuses, on les voit pas. Parce que la masse nuageuse elle est telle que tu vois pas la tornade, tu vois juste un gros nuage quoi. Des rafales de vent très puissantes. Et puis genre là ça doit être une tornade hyper violente. Mais du coup tu la vois pas. Beaucoup de foudre en général. Et ces orages, même si ils rentrent en rotation, au travers de ce qu'on appelle le mésocyclone, hein, donc ça c'est vraiment la partie de l'orage qui est en train de tourner, malgré tout ils vont pas engendrer une tornade à chaque fois. On considère qu'il y a en moyenne 10% des supercellules qui engendrent une tornade, donc ça veut dire que même quand on est sur un orage qui est prometteur, on n'est pas assuré de voir quelque chose. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ces choses, ça m'a toujours... Oui, parler d'annonce, Zawa, c'est ce soir. Alors oui, petit point, oui, il va y avoir une annonce, mais je ne vais pas la commenter parce que, voilà, on m'a demandé de ne pas le faire. On réfléchit en tant que collectif. Je ne l'ai pas lu, je ne sais pas ce qu'il va se dire. Enfin, je sais à peu près ce qu'il va se dire. Mais du coup, voilà, vous aurez... Allez voir le stream de Razé Cassandre ce soir si vous voulez des infos. Foutu les jetons. Et en même temps, j'ai toujours été fasciné. C'est bizarre à dire, mais il y a quelque chose de presque magnétique chez elle. Quand je regarde une tornade, j'ai l'impression de voir une force sauvage, quelque chose qui échappe à tout contrôle. Un truc qui peut tout détruire, sans prévenir, et sans état d'âme.
Mais en même temps, j'y vois une forme de vie, comme si, quelque part là-dedans, il y avait une volonté et une conscience malveillante. Et puis, leur apparence. Oh, elle est trop belle. Chaque tornade est unique avec ses Elle est vraiment droite. C'est vraiment ILS. propres caractéristiques, sa hauteur, sa largeur, sa forme, sa couleur, et évidemment, sa puissance. Après, les gens... Attendez, je mange. En vrai, j'ai envie de dire un truc, mais j'ai la bouche pleine. En vrai, les gens, ça vous fait pas bander, vous, quand il y a des orages, de sortir? Moi, j'aime trop. Il y a des gens, je comprends, ils ont peur de l'orage, ils ont peur du bruit et tout. Moi, je trouve ça trop bien. Oui, de fou. Bah oui. En fait, c'est... En fait, je trouve que c'est trop bien, parce qu'en fait, tu sors et tu sens à quel point les éléments sont puissants. Et ça te fait te sentir tout petit. Et du coup, je trouve que c'est une expérience humaine assez intéressante, tu vois. Les grosses pluies, j'adore. Ouais, surtout en été. Oh, quand il fait bien chaud et que d'un coup, ça drache. Ah ouais, le plaisir. Hein. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas une tornade ordinaire. C'est l'une des plus dévastatrices C'est un ovni? jamais enregistrées. Ça drache. Oui, c'est un mot qu'on dit dans le nord pour dire quand il pleut très fort. On parle de drache. Tout a commencé au début du mois de Et après, quand c'est une petite pluie très fine et qu'elle est très humide et qu'on voit quasiment pas les gouttes, on appelle ça du crachant. mai 2013. Les météorologues commencent à détecter des signes alarmants. Les conditions sont réunies pour ce qu'on appelle un outbreak, une épidémie de tornades dans la région des Grandes Plaines. Bon, Vion. Les Grandes Plaines, c'est écrit avec un A. Bon. Et comme souvent, les premiers jours sont flous, les analyses sont prudentes, mais l'inquiétude monte. Les modèles finissent par se préciser, et le 20 mai, la plus destructrice d'entre elles finit par se former. Amar nazi, bah quand même. En début d'après-midi, un orage se forme dans le comté de Grady, en Oklahoma. Détecté rapidement par les services météorologiques locaux, le danger est immédiatement signalé, déclenchant une alerte aux villes avoisinantes. Mais c'est déjà trop tard. À proximité du départ de l'orage, une scène apocalyptique se prépare. D'épais nuages noirs se mettent soudainement à tourbillonner sur eux-mêmes, le fameux entonnoir nuageux. Attends, là je le vois pas là. Il est où? Il va apparaître ici là, non? On dirait que c'est là. Merci Serios, merci beaucoup pour le sub. Les villes avoisinantes, il a dit. Quoi? Annonciateur d'une tornade. Ah non, c'est là, c'est là, c'est là. Vous voyez le doigt de Dieu là? Il est en train de sortir. Ah, il est là. Le son que vous entendez provient d'un modulateur de signal fédéral. Ces haut-parleurs puissants conçus pour alerter la population en cas de catastrophe naturelle. Mais laissons ça de côté pour l'instant car la tornade est en train de se former à vitesse grand V. Oh, ça va tellement vite! Et regardez, même pas 5 secondes. À vitesse grand V. Wesh, c'est si rapide. L'entonnoir nuageux et ça disparaît déjà. Une première descente vers le sol, mais sans succès. La seconde tentative rate également. Mais la troisième sera la bonne. Oh, ah ouais, la big tornade. Ah ouah, c'est terrifiant. À 14h56, la connexion avec le sol est établie pour de bon. Il faudra seulement 10 secondes à la tornade pour doubler de volume et 10 secondes supplémentaires pour que les premiers dégâts matériels soient visibles. Mais attendez, en fait là, c'est fou parce que on a l'impression qu'elle est hyper près, mais elle doit être hyper loin là. Là, elle est pas sur le magasin, on est d'accord, elle est au moins 1 km derrière. Hein. Là, t'es bientôt mort, ouais, de fou. Là, faut prendre des sangles et s'accrocher à un poteau, je sais pas. Hein. Ouais, parce que là, si elle est sur le magasin, je pense que le mec, il tient plus au sol. Hein. Le mec qui filme, il panique pas. Ouais, si, je pense quand même. Chance Cold Iron, you're live on the phone right now. Go ahead, go. Damon, this tornado's turned into a violent stovepipe. It just hit a house or a barn.
À cet instant, la tornade est encore classée EF1 sur l'échelle de Fujita, mais en peu de temps, elle M'étonne que les ricains ils aiment bien les bagnoles quand même. atteindra le redoutable Oui voilà. Ah, les ricains qui vont sortir l'arme à feu, tu vois. Pour tirer dessus, oui ça m'étonnerait pas. niveau EF5, un seuil d'intensité que seule une tornade tous les 3 ans atteint aux États-Unis. La classification des tornades ne se fait pas par la mesure des vents, mais uniquement via l'observation des dégâts. Parce que il y a certaines tornades où on ne peut pas mesurer les vents, il y a peu d'instruments météo qui y résistent, Ouais. et il y a peu d'instruments météo qu'on arrive à positionner sur la trajectoire des tornades. Plus loin sur son trajet, c'est une ferme familiale qui subit sa fureur. Plus d'une centaine de chevaux sont emportés par la tempête et projetés violemment contre des lignes électriques. Si à présent les dégâts sont déjà nombreux, le pire reste à venir car la masse qui grossit seconde après seconde se dirige tout droit vers une grande ville, Moore. Bah, elle porte bien son nom. Certains tentent de Là ils sont déjà tous morts, hein. C'est fini. Hein. fuir. D'autres se précipitent pour récupérer leurs enfants à l'école. Les chevaux. Mais après je suis désolé, les chevaux, c'est parmi les animaux les plus rapides du règne animal et ils se font quand même attraper par une tornade. Bien fait pour eux. Hein. On a bien fait de les remplacer par des bagnoles, hein. Moi je dis ça. Hein. D'autres se trouvent dans un abri souterrain. D'autres dans leur jardin. Mais tous assistent à la même catastrophe. Une école élémentaire à l'entrée de la ville vient d'être touchée. Les secondes se transforment en minutes, chacun espérant survivre à cette épreuve. Puis soudain, la tornade passe, miraculeusement et sans faire de victimes. Mais le répit est de courte durée, car la situation va rapidement empirer. Le mastodonte, large de plus de 500 mètres, En fait, je pense que quand t'es près d'une tornade comme ça, déjà, premièrement, tu deviens aveugle instantanément parce qu'il y a tellement de poussière que tu peux même pas ouvrir les yeux. Et deuxièmement, j'ai l'impression que tu meurs en te prenant un débris à pleine vitesse avant même d'être emporté par le vent, je crois. Il y a tellement de débris, tellement de bouts de bois, de bouts de verre et tout. Enfin, je pense que tu meurs criblé de bouts de verre ou quoi. anéantit des centaines de maisons sur son passage. À 1300 mètres de l'école précédemment touchée, une Dangereux, c'est seconde ça, hein. se dresse désormais sur son chemin. Faut respirer. La Plaza Tower Elementary School. L'école, ne disposant pas de lieu sécurisé, les 75 élèves et professeurs présents tentent de survivre comme ils le peuvent. La plupart se réfugient dans des... Les débris et leur vitesse, à mon avis, les débris, ils sont aussi pénétrants qu'une balle de fusil. Hein. Vu la vitesse à laquelle ils tournent, ils doivent être aussi vénères qu'une balle de flingue. Hein. Ça doit... Ouais. salles de bain et des placards, tandis que d'autres Alors, regardez ça, imaginez-vous, vous tenir debout avec autant de débris. C'est pas possible. Hein. restent au fond d'une pièce, près d'un mur. À l'intérieur, la panique est indescriptible, tout comme celle des parents qui, dehors, tentent désespérément de rejoindre l'école au plus vite. Mais soudain, la tempête provoque l'effondrement d'un mur, celui contre lequel sont appuyés plusieurs élèves. Oh non. Ils sont 7, et aucun ne survivra. Oh putain. Le monstre de puissance ne s'arrête pas pour autant dans son élan et poursuit son chemin. Il détruira ensuite un parc, un deuxième, Attends, tornade de Moore, efficience 5. Et dis-toi, 11 jours plus tard... Non, efficience 5. Efficience et efficient qu'on dit? Je sais pas. Plus tard, il y a la tornade d'El Reno, de Code Reno, à savoir la tornade la plus large de l'histoire. 4,2 miles de circonférence, elle tuera plusieurs chasseurs d'orage. Ok. Merci Spankmaster, merci pour le sub offert. Ah Léo, ça va ou quoi Léo? des établissements médicaux, des supermarchés, un bowling, un cimetière, des véhicules, des centaines et des centaines de maisons, et finalement tout ce qui a le malheur de se trouver sur son passage. Mais peu à peu, son énergie commence à faiblir. La tornade, qui comme rassasiée, perd progressivement de Putain, les Israéliens, si au lieu de tirer des missiles, ils pouvaient invoquer une tornade, je pense qu'ils l'auraient fait. Hein. sa vigueur en sortant de la Oui, voilà, on dirait Gaza, je pensais à ça. ville. Ce n'est qu'après 39 longues minutes depuis sa formation qu'elle s'éteint enfin, laissant derrière elle une vision d'horreur.
Peut-être qu'un jour, on sera tellement capable de dérégler la météo que ça deviendra des armes en soi. Hein. Des tornades, des ouragans, des trucs comme ça, on sera capable de les provoquer. Them tucked into that corner. So they were sitting literally in that corner. In that corner. And that's about the only corner. Your cell is pretty much just northeast of Chickasha or something. Moi, j'ai une question à poser. S'il y a 1 million de personnes qui se mettent sur la côte et qui pètent en même temps, est-ce que ça crée une tornade sur le continent à l'autre bout? Pendant une demi-heure, la population était comme figée dans le temps, inconsciente de l'ampleur du drame qui se déroulait. Mais lorsque le calme revient, la réalité frappe de plein fouet. Ils viennent de tout perdre. Oh my God. Trevor. Huh? Oh my God, son. Ah, quand t'es au milieu de tout ça, ça doit être quelque chose. Oh God, it's terrible. It's terrible. Was you in the tornado shelter? Pour une grand-mère, c'est D'où le fait que les Américains, ils devraient avoir un peu plus d'empathie pour les Gazaouis. Hein. Ils vivent des conditions similaires parfois. Hein. c'est son chien, Bowser, qu'elle a perdu après. Quoi? Pour une grand-mère, c'est son chien, Bowser, qu'elle a... Elle a appelé son chien Bowser. Perdu après la tempête. Après son passage, Je pense que c'est pas la tempête, c'est Mario qui l'a tué. Mystérieusement disparu, ne sachant pas s'il est toujours en vie ou non. Mais lors d'une interview à côté de sa maison détruite, quelque chose d'inattendu se produit. OMG Bowser! Ceci, elle le décrira comme une intervention divine et donne une lueur de positivité dans cette journée si sombre. L'interview deviendra rapidement virale dans les jours qui suivront sa diffusion et les internautes prendront l'initiative de créer une cagnotte lui permettant de faire reconstruire sa maison au même endroit. Mais du coup, vu que les autres ils ont pas la thune pour le faire, elle va être seule avec sa maison au milieu des ruines, quoi. Bon bah je chiale. Non mais en fait c'est... Désolé si je fais plus de blagues et tout, mais c'est parce que en fait vu que c'est un événement météorologique, d'une certaine manière ça met à distance de la cruauté et tout ça, donc j'avoue je fais un peu plus de blagues, mais oui c'est horrible bien sûr. Imaginez maintenant que vous n'ayez ni téléphone, ni télévision, ni même la moindre idée de ce qu'est une tornade. Vous voyez juste un immense tube en rotation approcher. Que feriez-vous ? En tout cas, c'est une question qui est légitime de se poser. Et nous allons vite nous rendre compte que l'incident de Moore n'était en réalité que l'avant-goût du labyrinthe de mystères qu'entoure les tornades. Alors laissez-moi être votre guide dans cette aventure. Et remontons dans le passé. Oui, c'est quoi ce poncho ? C'est qui lui ? C'est Vion ? Depuis quand les tornades existent-elles ? Depuis la préhistoire ? Depuis l'ère des dinosaures ? Depuis toujours ? Depuis que la Terre existe ? Ah oui ? Les principales difficultés pour dater les tornades résident dans le fait qu'elles ne peuvent être enregistrées que si elles sont observées. Et elles existent depuis la création de la Terre en fait. À mon avis, quand la planète s'est formée, il devait y avoir beaucoup de tornades, genre... Contrairement aux précipitations ou à la température qui peuvent être mesurées à l'aide d'un instrument fixe, les tornades sont très éphémères et imprévisibles. En gros, si une tornade se produit dans un endroit peu ou pas fréquenté, il est très peu probable qu'elle soit documentée. Malheureusement, une très grande partie de la Tornado Alley était très peu peuplée jusqu'au XXe siècle. Et il est donc possible que de nombreuses tornades importantes n'aient jamais été consignées dans les archives. En revanche, nous avons une preuve qu'elles ont été observées dès l'Antiquité. Oui, bah oui. Oh, l'Antiquité. Nous sommes au 4e... Putain, mais la 3D ah, la 3D, Vion. siècle avant. En fait, ça me fait rire parce que quand il commence à faire de la 3D, tous les autres youtubeurs copient son style. Et maintenant, il met la barre plus haute. Maintenant, ça va commencer à dire ah oui, la 3D. Oh, la 3D. Jésus-Christ. Aristote, c'est beau. Un célèbre philosophe. Wesh, Aristote. Non, par contre, le fait de pas leur faire de visage, c'est un peu cringe, c'est bizarre. D'un coup, ça rompt l'immersion là. Le philosophe grec rédige un ouvrage nommé Météorologique, dans lequel il décrit les phénomènes atmosphériques qu'il a observés, y compris les tornades. Bien que son approche ne repose pas sur une méthode scientifique moderne,
plusieurs de ces observations restent pertinentes aujourd'hui. Aristote décrit d'abord la formation des tornades comme le résultat d'une interaction entre différentes masses d'air. Il évoque la présence d'air chaud et sec, une observation pas bête ce Aristote. Hein. Proche de nos Bon, à part sur les anguilles, ça il a jamais compris. Connaissances actuelles. Ensuite, il parle d'un mouvement J'ai déjà fait de la 3D, j'avais commencé à me former et puis je m'étais arrêté en cours de route. Mais ouais, j'en ai déjà fait du coup. Circulaire dans l'air. Un concept qui correspond aujourd'hui à ce que l'on appelle un mésocyclone, souvent annonciateur de la formation d'une tornade. Et enfin, il décrit un phénomène de descente vers le sol, similaire à ce que l'on a entre autres pu observer avec la tornade de Moore. Comme on peut le voir, ce sont des descriptions relativement abstraites, mais compte tenu de l'époque à laquelle il vivait, où les moyens d'observation et d'analyse étaient Blender, limités, il a su identifier les principes fondamentaux. Et je pense que là, c'est fait sur Blender. Hein. De toute façon, Blender, ça redevient un des meilleurs outils en 3D. À une époque, l'interface, elle était nulle à chier, personne n'y comprenait rien, et là, actuellement, il y a des simplifications, et ça redevient un outil de fou. Moi, si vous voulez faire de la 3D, allez sur Blender, je vous le conseille. Hein. Des tornades, ce qui relève d'un génie et d'une anticipation remarquable. En somme, même si ces mots datent d'un autre temps, ils continuent de nous parler aujourd'hui. Peut-être qu'on ne retient pas toujours le visage du penseur, mais ces idées, elles, traversent les siècles. Avançons maintenant jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ. Dans cette période, Grégoire de Tours, un historien français, décrit dans un ouvrage appelé « Histoire des Francs » le mystérieux phénomène. Et les marioles en version drôle, pitié moufette. Bah nous on avait une théorie, c'est que si Usul il met des plombes à faire société, on allait sortir société en mariole. Le vent du midi souffla sur le pays. On fait Usul en mariole et voilà. Avec tant de violence qu'il renversa les forêts, abattit les maisons, arracha les haies et fit périr des hommes enlevés dans un tourbillon qui parcourut en largeur un espace de près de 7 arpents. On n'a pu savoir ni estimer jusqu'où s'était prolongé son passage. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'à ces époques reculées, les tornades étaient généralement interprétées comme des manifestations de force divine, influencées par des croyances personnelles. Elles étaient souvent décrites sous une forme symbolique, plutôt que sous une forme réaliste. Pour découvrir les... putain, être marin à l'Antiquité, être en pleine mer et voir d'un coup des tornades, ça devait être quelque chose. Hein. Après, ils allaient pas souvent en pleine mer en vrai. À part les Vikings, les Vikings ont essayé, mais... Première représentation graphique des tornades, il faut attendre le XVIe siècle. L'une d'entre elles se trouve dans la carte du bassin méditerranéen, une peinture illustrant la ville de Tunis, reprise à l'Empire ottoman par Charles Quint, l'un des souverains les plus puissants de son époque. Cette peinture, faisant partie d'une série de 11 autres, servait surtout de propagande, visant à asseoir sa domination et à impressionner ses adversaires. Mais revenons à notre sujet. Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai eu du mal à la repérer. La carte, elle est... Ouais, la carte, quoi. C'est un peu comme un... Et c'est la carte de quoi? Ça, c'est la carte du... Attends. La carte de quoi, ça? C'est le bas de la Grèce? Avec... C'est quoi, genre, le Maroc là, la Tunisie ici? Je sais plus où est la Tunisie. Non, il y a le Maroc... Attends, non. Il y a Maroc, Algérie, Tunisie. Donc ça, c'est... On dirait la Corse. Ah oui, c'est peut-être la Corse. C'est peut-être France et Corse. Ok. Où est Charlie, mais version tornade. Grèce-Palestine, oui, c'est vrai aussi. Oui, ça pourrait être le canal de Suez, là. Bon allez, je vous laisse encore 5 secondes pour la trouver. Ah non, pas le canal de... Non, oui, canal de Suez. Elle se trouve juste ici. Ah, j'avais pas vu. Et puis, il y en a plein d'autres. Une gravure sur bois montrant les effets des tornades et des orages dans les pays nordiques. Une coupure de journal illustrant un étrange phénomène se déroulant le 2 juillet 1578 en Allemagne. Entre midi et 13h, un immense nuage apparaît au-dessus de la ville d'Augsburg, accompagné de grêles, de tonnerres et d'éclairs. De ce nuage émerge ce que les témoins décrivent comme la queue d'un gigantesque dragon, touchant le sol et restant... Le canal de Suez n'existait pas, Mouf. Oui, mais il y a l'engorgement qui existait pour permettre de le construire, non? En place près d'une demi-heure avant de s'estomper progressivement. Une carte météorologique tirée d'un ouvrage par Robert Flood, un médecin anglais. Dans cette illustration, Dieu est représenté au sommet, supervisant divers phénomènes météorologiques disposés en demi-cercle. On y trouve différentes catégories de comètes, suivies de nuages associés à divers phénomènes, tourbillons, désignés par turbo, et tornades, appelées prester. Okay. Ce qui est intéressant avec cette représentation, c'est qu'elle offre un aperçu authentique de la manière dont la météo était perçue à l'époque. Ça, c'est fascinant. Alliant à la fois savoir scientifique et croyance spirituelle. Putain, mais ça, j'aimerais trop qu'il y ait quelqu'un qui parle latin ou quoi pour m'expliquer ça. C'est fascinant, hein.
Ces œuvres, ce ne sont pas juste des images, ce sont des fragments de mémoire figés dans le temps. Une manière de dire « j'étais là et j'ai vu ça ». Ceci est la première photographie reconnue d'une tornade. Elle a été prise le 28 août 1884 dans le Dakota. Mais 140 ans après sa création, une ombre au tableau est apparue. Le photographe l'aurait retouchée pour la rendre plus impressionnante et ainsi la vendre plus facilement. Tout comme aujourd'hui où beaucoup... On dirait surtout qu'il a vomi sur la pellicule, mais... peine à distinguer une image générée par intelligence artificielle d'une création humaine, les habitants des années 1800, peu familiers avec la photographie et encore moins avec les images de tornades, n'auraient pas été en mesure de détecter que cette photo avait été altérée. Oui, il y a un flot de fou. Même si le sujet est controversé, ce que l'on pourrait considérer comme la vraie première photo non retouchée, c'est celle-ci. Prise quelques mois avant celle de F.N. Robinson, cette photo montre une tornade ressemblant en tout point. Elle est toute petite, c'est une toute petite tornade. Aux tornades d'aujourd'hui. Ce jour-là, un agriculteur observe un monstre désert pendant qu'il travaillait et a monté aussi vite que possible son appareil photo pour prendre le cliché. Ah, en vrai, c'est trop beau parce que l'appareil photo, la qualité de l'époque fait qu'on a l'impression que c'est de l'aquarelle. Je trouve ça trop beau. Il l'a ensuite transformé en carte souvenir. Merci Westhead, merci beaucoup, let's go, oui. Faisant de lui une célébrité locale. Si maintenant vous voulez voir la première photo en bonne qualité, il faut attendre l'année 1929. Plus précisément, le 2 juin. Ce jour-là, à Artender dans le Kansas à 16h30, les propriétaires d'une ferme aperçoivent ce qui s'apparente à une énorme trompe d'éléphant. Même si elle est impressionnante, elle ne fera que très peu de dégâts, étant donné qu'elle se situait dans une zone relativement peu peuplée. Après avoir vu les premières mentions du phénomène, les premières représentations et enfin les premières photographies, laissez-moi vous parler de la toute première capture vidéo. C'est passionnant, bah ouais, moi j'aime bien son épisode, hein. C'est pas une felle de prix, mais c'est trop bien. Actual forming of the tornado that destroyed Santa Cruz del Sur in Cuba. This unusual scene shows the deadly spiral whirling down to level off the peaceful countryside and tear up everything within its range. Look, it strikes, a finger of death pointing from the sky, spreading destruction as it travels across the country at 30 miles an hour, southward to the Caribbean Sea. It's the first time this rare sight has ever been caught by a camera. And here's the chaos caused by the tropical tornado. Nous sommes en 1933. C'est magnifique, hein. Vraiment. Moi, j'ai sorti le truc doigt de Dieu comme ça, mais ça m'étonne pas que les gens ils aient cette interprétation. Hein. Ça devait les tricks de fou. Hein. C'est trop beau. Hein. Moi, ça me fait penser à Berserk. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'ancien animé où il y a la main de Dieu là. Enfin, les doigts crochus là. Ça fait penser un peu à des tornades. À une époque où l'audiovisuel est encore à ses débuts, et cela se ressent dans cette vidéo. La voix off insiste davantage sur l'exploit d'avoir filmé une tornade pour la première fois, plutôt que sur ses conséquences pourtant dramatiques, qui sont relatées avec beaucoup de légèreté. Qui dit vidéo dit aussi cinéma. 6 ans plus tard sort une adaptation du Magicien d'Oz, où l'on suit Dorothée et son petit chien Toto, emportés oui, c'est vrai. avec leur maison par une tornade jusqu'au mystérieux pays d'Oz. Pour l'époque, les effets spéciaux sont... C'est vrai que c'est le début du film. Vraiment impressionnants, et nous offre un rendu étonnamment réaliste. De fou. Pour l'anecdote, la tornade a été... Comment ils ont fait? Vraiment impressionnant. Pour un film des années 40 là? 39? Comment ils ont fait? Et nous offre un rendu étonnamment réaliste. Pour l'anecdote, la tornade a été conçue par Buddy Gillespie, qui la décrira plus tard comme l'un des défis les plus complexes de sa carrière. Il l'a fabriquée à partir d'une chaussette de plus de 10 mètres de long, semblable à un manche à air d'aéroport. Ok. Fixée en hauteur à un portique et en bas à une voiture roulant sur une voie en S, la chaussette s'est tordue, créant ainsi l'illusion d'une tornade en mouvement. Oh, c'est trop stylé. Dit comme ça peut sembler abstrait, mais c'est justement ce qui démontre à quel point il devait faire preuve d'une C'est trop malin, hein. C'est trop malin. Putain, mais les effets spéciaux du cinéma à l'ancienne, réaliste et tout comme ça, convaincant, ça c'est vraiment une tricks. Genre, j'aimerais trop qu'il y ait une vidéo qui fasse un peu un classement des trucs les plus fous qui ont été faits dans le trucage au cinéma. C'est trop bien. Créativité remarquable pour créer des illusions crédibles. Si jusqu'à cette période le phénomène était bien connu, il n'était cependant pas étudié en profondeur. Mais la Seconde Guerre mondiale va tout changer. Dans les années 40, les États-Unis produisent en masse du matériel de guerre. Munitions, armes à feu, bombes. Ces ressources étant précieuses, il était impensable de laisser un facteur extérieur compromettre leur stockage et provoquer des accidents. Parmi ces menaces potentielles, les conditions météorologiques extrêmes
y compris les tornades, étaient redoutés. C'est dans ce contexte que les scientifiques ont commencé à s'intéresser sérieusement au phénomène, cherchant à mieux anticiper leur apparition afin de limiter les dégâts. Dès 1942, l'organisme chargé des prévisions météorologiques collabore avec l'armée pour mettre en place un réseau d'observateurs d'orage dans les zones jugées stratégiques. Pourtant, ces efforts ne suffisent pas. Cette même année, plusieurs usines de production militaire sont endommagées. En même temps, ils sont cons, pourquoi ils les construisent là où il y a des tornades? C'est grand l'Amérique, non? L'année suivante, c'est une caserne qui subit le même sort. Face à cet échec cuisant, les services météorologiques intensifient leurs efforts en augmentant le nombre d'observateurs. Oh merci Janaya! Merci pour les 5 subs! Merci beaucoup, merci. Putain les gens, vous êtes généreux, merci. Mais la véritable avancée ne viendra que 6 ans plus tard. Jusqu'à présent, l'accent avait été mis sur l'amélioration des outils scientifiques et la construction d'observateurs toujours plus sophistiqués. Pourtant, un élément essentiel avait été négligé, la communication avec le public. Mon dos, ton dos. Ah oui, il faut que je me tienne droite. Mon dos, ton dos. Ah, c'est peut-être pas pour ça. Mais c'est parce que je suis voûté. Du coup, quand on me dit mon dos, j'ai l'impression que je dois me redresser. Public. Une prévision, aussi précise soit-elle, n'a d'impact que si elle est entendue. Il faudra attendre 1948 pour que cette approche soit pleinement exploitée grâce à 2 météorologues de renom. Le 25 mars, ils réalisent avec succès la première prévision officielle de tornade, marquant un tournant dans l'histoire de la météorologie. Mais en réalité, je vous ai un peu menti. Si la Seconde Guerre mondiale a bien accéléré les efforts en termes de prévision, l'idée d'informer le public pour réduire les pertes n'est pas née à cette période. 1000 morts. Nous sommes le 18 mars 1925 et les États-Unis s'apprêtent à connaître la tornade la plus meurtrière de leur histoire. Elle sera surnommée plus tard la Tri-State Tornado, d'une puissance maximale. Ah ouais, elle est passée partout. Et durera 3h45, là où la moyenne se situe à environ 30 minutes. Attends, mais 3h45 pour traverser l'Amérique? Ça fait à quelle vitesse elle avance? C'est redoutable, c'est hyper rapide. Elle est hyper rapide. Son impact est alarmant. 695 morts et des milliards de dollars de dommages. Pourtant, cette tornade annonce quelque chose qui peut sembler contre-intuitif. C'est pas l'Amérique entière. Depuis les années 20, la mortalité liée à... Ah, c'est pas l'Amérique. Ah non, c'est seulement un seul État. Ah oui, je suis bête. Attends. Surnommée plus tard la moyenne se situe à environ 30 minutes. Son impact est alarmant. 3h45. Attendez. Surnommée plus tard la Tri-State Tornado. Ah oui, ok, non, ok. Missouri, Illinois, Indiana, ok. Donc c'est seulement au travers de 2 États. Ok, j'avais pas compris. Pardon. Mon cerveau a bugué, j'ai cru que c'était l'Amérique. D'une puissance maximale et durera 3h45, là où la moyenne se situe à environ 30 minutes. Son impact est alarmant. 695 morts et des milliards de dollars de dommages. Pourtant, cette tornade annonce quelque chose qui peut sembler contre-intuitif. Depuis les années 20, la mortalité liée à ce type de catastrophe a progressivement diminué. Non pas parce qu'il y en avait moins, mais en grande partie grâce au déplacement de la population des zones rurales vers les villes. Ce phénomène a eu un double effet. En milieu urbain, la probabilité qu'une tornade frappe un grand nombre de personnes est plus faible, mais lorsqu'elle touche une zone densément peuplée, les pertes humaines peuvent être considérables. Bon, à part au Japon. Et puis, il y a une autre raison. Une raison qui a été utilisée quelques années plus tard. Cependant, à l'époque, la sensibilisation n'est pas vraiment reconnue, puisqu'aucun effort officiel n'est fait pour prévoir les tornades. Pire encore, les travaux dans ce domaine avaient été brusquement interrompus 40 ans plus tôt, entraînant même l'interdiction du mot tornade dans le lexique météorologique. Il faudra attendre que les phénomènes menacent directement les intérêts stratégiques de l'armée américaine pour que la question soit enfin prise au sérieux. Quoi qu'il en soit, à partir de l'après-guerre, les tornades seront plus que jamais ancrées dans les esprits et ne seront plus jamais ignorées. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Est-ce que c'est parce qu'ils se sont mis à les documenter à l'époque que c'est devenu un problème? Mais les tornades sont pas apparues au XXe siècle en Amérique. C'est juste qu'elles étaient pas documentées, non? Les décennies qui suivront seront marquées par 2 obsessions. Mieux anticiper les tornades et mieux alerter la population. Mais malgré les efforts scientifiques, malgré des systèmes d'alerte de plus en plus sophistiqués, une vérité demeure. Nous n'avons jamais réussi à empêcher ces monstres de naître. Nous pouvons juste les observer, les analyser et tenter de nous en protéger. Finalement, arcade. Les tornades, comme toutes les forces de la nature, nous montrent brutalement à quel point nous sommes insignifiants face à la puissance brute de la Terre.
later in 1973, a tornado was photographed in time-lapse. Il y a la Zawa Moufette. Oui, bah je fais mon stream, au calme, c'est bon. Tornado warning in effect from 9:30 p.m. Central Daylight. Some reporters go an entire career without seeing a twister roll. There's one right now, fully. C'est trop beau, hein. Moi je trouve ça fascinant. On dirait que c'est une fissure dans le ciel en fait. En plus d'une meilleure compréhension des tornades, les années 80 marquent l'arrivée du caméscope. Alors certes, à la fin des années 60, les appareils permettaient déjà aux amateurs de filmer, mais c'est véritablement en 1983, avec la commercialisation du premier caméscope par Sony, que les films amateurs se démocratisent. Une logique s'ensuit. Plus des personnes ont la capacité de capturer des images de ce qui les entoure, plus des vidéos de tornades voient le jour. Les journaux télé... Oui, c'est logique. télévisés, eux aussi sont... Et les ovnis aussi, parce qu'ils sont fous les ricains, ils filment tout et n'importe quoi. Fort développement. Avec des événements comme l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, la tentative de meurtre de Ronald Reagan, l'explosion de la navette spatiale Challenger, les médias sont au cœur de l'information. Oh putain, je savais pas qu'il y avait eu une tentative sur Ronald Reagan. Je connais mal mon histoire des États-Unis. Ok. Et c'est quoi, c'était un sniper ? Permettent indirectement de démocratiser le fait. Putain, c'est son point commun avec Trump, hein. Comme quoi Trump, il devait être heureux en fait, il a survécu à une tentative d'assassinat comme lui quoi. Phénomène. Cette mélodie, nous l'avions déjà entendue lors de l'incident de Moore. Mais elle est terrifiante la mélodie, parce qu'on dirait presque que c'est un truc céleste. Tu sais, ça fait même pas peur, on dirait une harmonie céleste un peu. 2013. C'est le son d'une sirène, plus précisément celle d'un Federal Signal Modulator. Elle est utilisée pour les alertes météorologiques comme les tornades, ainsi que pour les avertissements d'urgence civile en général. Installée au sommet d'un mât de quelques mètres, elle est composée de plusieurs haut-parleurs empilés en forme. Et les gens, si je vais dans une cave, est-ce que j'entends l'alerte ? À partir de combien de mètres de profondeur j'entends plus ? Forme de disque. Ce design n'est pas anodin, puisqu'il si je fais un stream dans la pièce du bas à Zawa Prod, est-ce que j'entends l'alerte ? Permet la diffusion d'un son puissant et omnidirectionnel, ce qui signifie que l'alerte est immédiatement audible à 360 degrés et sur plusieurs kilomètres. Cet outil, mis en place dans les années 90, l'a été avec l'idée selon laquelle la sensibilisation du public est l'une des meilleures méthodes pour limiter la casse. Aujourd'hui, il est encore utilisé avec quelques améliorations, une preuve de son efficacité et surtout... Ok, ça ressemble à ça. Ok, la prochaine fois je ferai attention quand je me balade, peut-être je tomberai là-dessus. De notre volonté, génération après génération, de ne pas répéter les erreurs du passé. Pour l'instant, nous sommes encore au début des années 90, et cette décennie s'annonce particulièrement marquée par des catastrophes. Du 11 au 13 mars 1990, la situation est alarmante dans la région des Grandes Plaines. Un outbreak est en cours. Pas moins de 64 tornades frappent la région, mais la plus dévastatrice s'abat sur la ville d'Eston. Elles sont différentes en France. Bah en France, il n'y en a quasiment pas des tornades. Hein. Au total, 226 maisons, 21 entreprises, 20 fermes, des centaines de véhicules et d'arbres sont réduits en... Oui, aux Antilles, oui, c'est vrai, j'oublie que nous avons des colonies. Désolé. Miettes. Mais le plus tragique reste l'événement qui s'est produit au sous-sol de l'une des maisons du coin. À l'intérieur s'y trouve une famille essayant de survivre tant bien que mal à l'événement. L'enfant se blottit contre sa famille quand tout à coup, la cheminée s'est renversée dans le sous-sol, le tuant sur le coup. Et c'est souvent ainsi que la vie nous quitte, brusquement et sans avertissement. Ce drame restera dans les mémoires de cette ville. C'est des cyclones aux Antilles. C'est quoi la différence alors entre une tornade et un cyclone ? Est-ce que la tornade, c'est l'événement lui-même quand le truc touche le sol ? Et le cyclone, c'est l'orage ? C'est quoi ?
La nuance. Typhon. Voilà, ça commence à être compliqué, il y en a trop des différentes là. Tornade, c'est très localisé, cyclone, ça fait des kilomètres. Ok. Donc un cyclone, c'est pire. Une tornade, c'est genre le Pokémon niveau 1, et le cyclone, c'est le Pokémon genre niveau max, genre. C'est beaucoup plus grand. Les typhons, c'est japonais. D'accord. Parce qu'il a été raconté, parce qu'on a choisi de s'en souvenir. L'horreur est cependant bien loin de s'arrêter ici. Un an plus tard, à quelques dizaines de kilomètres, se produit un autre outbreak de 55 tornades cette fois-ci. Plus c'est large, moins c'est puissant. Oui, c'est logique. Lors de l'incident, une équipe de journalistes documentant la catastrophe s'est réfugiée sous un viaduc et survivra. Ce qui, plus tard, donnera lieu à une idée fausse selon laquelle ces structures protègent des tornades. Bah, pourquoi elles protégeraient pas ? En réalité, c'était un endroit dangereux. Ah bon ? Mais s'ils ont survécu, c'est grâce à une combinaison d'événements. La tempête en question était une tornade jugée faible. Et... Mais attends, se réfugier sous un pont, c'est une mauvaise idée, mais pourquoi ? De plus, elle n'a pas directement frappé le viaduc. Ah, attends, National Geographic, environnement, typhon, ouragan, attends. Typhon, ouragan, cyclone, quelle différence ? Le typhon Usagi, qui signifie lapin en japonais, était le 3e à se former au Pacifique, j'ai jamais vécu en Asie. Où est-ce qu'il me dit ? Saison différente. Alors que la saison des ouragans dans l'Atlantique s'étend du 1er juin au 30 novembre. Ok, c'est par saison, ok. Dans la zone nord-est du Pacifique, les typhons sont plus fréquents. Ah, les typhons, c'est lié à des phénomènes météorologiques pas au même endroit. Ok. Ah, ils ont un nom en fonction de là où ils sont. Non, mais j'ai capté. Entre le mois de juin et le mois de décembre, le nord de l'océan Indien est quant à lui secoué par des cyclones. Qu'importe le nom que vous leur donnez, ces monstrueuses tempêtes révèlent la puissance de la nature. Oui, bah merci, oui. Ok, les tempêtes les plus violentes, les données satellites, mais du coup, ils expliquent pas la différence fondamentale. Regardez où ma vidéo ? Elle est là. Hop. Ce n'est d'ailleurs pas la seule idée reçue. Par exemple, pendant longtemps, nous pensions qu'ouvrir les fenêtres réduisait les dégâts causés par une tornade dû à un phénomène de différence de pression, mais une tornade, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées, n'épargne rien. Oui. Dans un ARG là ou... Chercher un abri fiable. Mais c'est quoi un abri fiable ? Et les gens, si je vide mon frigo et que je me mets dedans et que je l'éteins, bien sûr, parce que sinon j'ai froid. En vrai, ça va, non ? Je m'enferme dans mon frigo. Normalement, ça ira, non ? Ou alors dans ma machine à laver ou dans mon four. Tu décolles. Tu restes coincé. Bah oui, comme ça, la tornade, elle me touche pas moi, elle touche le frigo, quoi. Ou dans un cercueil. Je me mets dans un cercueil. Je ferme le cercueil. La tornade en soi, elle déplace un peu le cercueil. Le cercueil, il va me permettre de tanker les débris, quoi. T'as jamais vu le 5e élément ? Non, je m'en souviens pas bien. Dans un meuble solide, faut pas avoir de Ikea. Le four, c'est idéal. T'es coincé sous les débris de la maison. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais je suis dans le frigo, donc je peux respirer. Et vu que c'est des Américains, la première chose qu'ils cherchent parmi les débris, c'est de la bouffe. Donc ils vont chercher le frigo, ils vont me retrouver immédiatement. Tu meurs asphyxié, en respirant, tu vas dépressuriser le frigo et tu ne pourras plus l'ouvrir. Bah pourquoi ? Bah je mets un tube. Je mets un tube qui sort du frigo pour respirer. Avec des chaussures à 370 €, tu risques rien. Faut que tu cherches à avoir le plus d'étages au-dessus de toi. Bah non, parce qu'ils vont s'écrouler sur moi. Faut se laisser emporter par la tornade. Ah bon ? C'est la pire idée. Un masque de plongée et un tuba. Bah ouais. Le mieux, c'est les sous-sols. Oh bah tout de suite, tout le monde a un sous-sol, hein, super.
Tu mets le tube avant ou après avoir vidé le frigo? Bah, après. Parce que sinon, tu peux pas rentrer dedans. Le métro, Moufette. Oui, j'avoue, le métro, oui. Mais oui, j'avoue que sous le lit, c'est la meilleure strat. Hein. Parce que le matelas, il va tanker. S'il y a des trucs qui tombent, ça va tomber sur le matelas, ça va faire boing et ça va rebondir et aller à côté. Ou sinon, il faut aller dans l'eau, genre se jeter dans la Seine. D'accord. D'accord, Odea Casterol. Dans l'après-midi du 26 avril 1991... Attendez, j'ai envie de me remettre son cri, là. J'ai déjà oublié le cri qu'elle a fait. Elle fait un cri genre... Ah, l'archive. Le pont des Invalides, et voilà le deuxième. C'est bon. Ouais, attention, avance. Waouh! J'y suis, Alexis. Allez. Loin. Mais ouais, c'est taré. Et elle est douce. Ah ouais. Elle est douce. Fabuleux, quel bonheur. Ah oui, super. Hein. Il y a plein d'athlètes qui ont eu des maladies. Parmi les 55 tornades qui frappent ce jour-là, l'une d'entre elles se distingue comme la plus puissante jamais observée au Kansas. Se déplaçant vers le sud de Wichita, elle fait 7 victimes et plus de 200 blessés avant de poursuivre sa route en direction de la base aérienne de McConnell. Moi, ce qui me fascine avec les États-Unis, c'est quand tu zoomes et que tu te rends tu te rends compte à quel point tous les champs sont carrés. Tu sais, tu te dis, waouh, quelle vaste étendue de nature. Non, tout est quadrillé, tout est carré. Ce que peu de gens savent, c'est que cette base abrite alors 10 avions de chasse, chacun d'une valeur de 280... En France aussi. Non. En France, on a une... Bah, si tu regardes sur Google Earth, non. Les ricains, en fait, les ricains, ils sont matrixés par les carrés. Nous, non. On a des champs beaucoup plus organiques, en fait. Tu regardes, genre, lancer Earth. Ah non, ils vont me dire de me connecter. Oh non. Genre, regardez, là, on est en Amérique. Si je zoome, par exemple ici, regardez, c'est très très clair. Attends, je suis peut-être pas au meilleur endroit. Mais en fait, tout se carréifie. Vous voyez ce que je veux dire? Tout devient un peu carré. Alors, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Attendez, où est-ce qu'on est là? Les zones plus agricoles, ça va être genre... Ouais, peut-être... Ah, peut-être côté de Dallas, c'est pas le meilleur endroit. Genre Kentucky et tout. Et on zoome. Bon, là, c'est une montagne. Là, c'est assez organique. Regardez, ça, c'est assez organique. Ça ressemble à chez nous, un peu. Va plus à l'est. Attends. Genre où? Genre... Attends. Genre là? Ouais, là, c'est assez organique, hein. Non, carrément, ils ont des ronds. Regardez, ils ont des ronds. Ça fait des ronds comme ça, là. C'est beau, hein. C'est beau de fou. Et alors, là... Et si on regarde en France... Regardez notre beau pays, la France. Si on regarde en France... Quand vous allez dans les zones un peu plus agricoles et tout... On n'est pas dans des carrés, des machins. En fait, regardez, c'est beaucoup plus organique le découpage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça suit la route. C'est un peu plus chaotique. Du coup, je trouve ça mieux. On est supérieur. Ah, et attendez, à chaque fois que j'ai envie de lancer de Google Earth, j'ai envie de vérifier ça, parce que ça, c'est terrifiant. Est-ce qu'on le voit? Je crois qu'on le voit, ouais. Vous voyez ce point blanc là, près de Almeria? Ça là. Vous savez pourquoi c'est blanc? Parce que c'est que des bâches en plastique et là c'est la culture des tomates.
Et là, il y a plein de migrants qui sont exploités pour la consommation de toutes les tomates d'Europe. Ouais, les fraises, les tomates, c'est un peu ces coins-là. Tout le sud de l'Espagne, il y a beaucoup d'endroits comme ça, en fait. Tout ça, là, tout ça, c'est des cultures. C'est littéralement toutes les cultures de la tomate, des fraises et tout en Europe. Ça ressemble à ça. Et en fait, il y en a tellement que à vue terrestre, en fait, tu le vois. Genre, regardez, je recule. On le voit, hein. On le voit, le petit bout de terrain blanc. Hein. C'est fou, hein. Bref, pardon. Désolé, ça me fascine à chaque fois, ce truc-là. 20 millions de dollars, dont 2 transportant des ogives nucléaires. Par chance, la tornade les évite de justesse, ce qui, en cas d'impact, aurait pu causer une violente explosion, et donc un scénario encore plus dramatique. L'un des militaires a d'ailleurs filmé cet événement depuis les dortoirs, immortalisant la vitesse fulgurante et la puissance destructrice du monstre de vent. On ne se souvient pas de son nom, mais grâce à lui, cette tornade existe encore visuellement aujourd'hui. C'est un choix de paraître de la non-Zawa. Non, j'aimerais juste finir ma vidéo. Mais après, les gens, si vous voulez que je vous raide maintenant, je vous raide maintenant. Hein. Si vous voulez, on arrête là. Hein. Apparemment, le communiqué, il est important. Bah, si vous voulez, je vous raide. Hein. En vrai, c'est dommage. Moi, j'aime bien finir mes vidéos, mais bon. Et des os finis. Après, ça aurait peut-être arrangé les choses. Bah ouais. Allez voir le tweet et Osef. Ouais, moi, j'ai pas vu. Je sais même pas ce qu'il va se dire et tout, mais... Et ça m'intéresse trop. Bon, on fait quoi? Attendez, je fais un sondage. Je finis ou pas? De toute façon, au pire, si vous voulez aller voir le truc, allez-y. Hein. Moi, je vous raide après. Hein. Au calme. Enfin, y a déjà la moitié des gens qui se sont barrés. Hein. Si vous voulez aller voir le communiqué, allez-y. Une partie des dortoirs a été touchée, ainsi que l'hôpital et d'autres structures. Ici, à Andover, 1500 résidences ont été dévastées et 18 habitants ont été tués. Okay, it's just right now at Cross Products, headed in towards Pampa. At Cross Products, just hit it. 7 personnes blessées. Oh, petit joueur. Alors, combien elle a fait celle-là? « 27 personnes décédées. » Ah oui, c'est déjà autre chose. Putain, j'avoue, imagine, t'es une vache et il y a une tornade. Genre, tu comprends pas, je pense. Mike, there is a lot of damage all around us here. This is the First Baptist Church. You can see there's... Mais en plus, les vaches, elles pourraient avoir un moyen. Si elles montent les unes sur les autres, il y a moyen qu'elles survivent. Tu sais, elles se montent toutes dessus. À la queue leu, limite, tu vois. Je sais pas. Sign hanging right there. And Go to your safe spot now. Take your radio. Forget the live pictures. Go get safe. It's just incredible the damage, but tu reçois une vache sur ton frigo. Et le tube dans le cul de la vache là, ouais, j'ai bien respiré là. I mean, at least one forming thing was people were running out, hugging one another, you know. Malgré l'ampleur des dégâts, malgré les toits arrachés, les murs effondrés, il y a toujours un lendemain. Une fois le silence revenu, une autre force se réveille. Celle qui pousse les survivants à se relever, à balayer les décombres. On reconstruit une maison, puis une rue, puis une ville. Et c'est peut-être là l'autre visage des tornades. Car si elles dévastent, elles révèlent quelque chose de profondément humain. Notre résilience. Cette capacité que l'on a à tout recommencer. Oui. Ça fait 4 ans que je fais des vidéos où je raconte des histoires et à chaque fois que j'en poste une, je passe à la suivante, laissant la précédente mourir dans les archives de YouTube. Okay.
Alors aujourd'hui, j'ai envie de bousculer tout ça et laisser une trace plus palpable, quelque chose d'esthétique que je pourrais prendre en main. Et là, une idée est apparue dans ma tête, mais je ne savais pas comment la concrétiser. T'as un court-métrage ? Ni une ni deux, j'en parle à mon pote Gibbs, un gars qui je sais sera bien branché dans le délire, et il accepte direct de m'aider. Ouah, ça se voit, il a trop des potes, c'est des bricolos, arty et tout. J'aime bien leur bande, hein. Leur bande, ils doivent être doués. Après de longues discussions, sessions sur Photoshop, retouches, tests d'impression, découpage, pliage, collage. Ah non, il a fait des posters, ok. Nous l'avons enfin. La voici, une cassette VHS. Ah, ok. L'image de mon documentaire. Mais on n'allait pas se contenter d'en faire qu'une. On trouvait ça dommage, on voulait aussi vous en faire profiter. C'est pourquoi on a décidé d'en mettre en vente 100 et pas une de plus, numérotée à la main. Pour cette En même temps, c'est chiant, quoi. Première expérience, on s'est limité à ce nombre symbolique, donc il n'y en aura pas pour tout le temps. Mais du coup, c'est un peu comme le livre de Bardella. Ça veut dire que tu l'achètes, mais tu peux pas le lire. Tu t'en bats un peu les couilles. Monde, alors si vous êtes intéressé, je vous invite à y aller rapidement. Alors si jusqu'à présent le documentaire vous plaît et que vous voulez en garder un souvenir, avoir un objet de collection, de décoration tout en soutenant la chaîne, vous pouvez en acheter une maintenant et jusqu'à épuisement. Ok, merci Vion, très bonne idée, c'est rigolo. La traque des colosses. Ah, c'est les chasseurs d'orage. Nous passons les années 2000. Les tornades deviennent un phénomène de mieux. Je pense que j'aurais été un ricain qui me ferait chier dans la vie, j'aurais chassé des orages. Je trouve ça trop stylé, moi ça m'aurait plu. Ils ont mieux compris, tant par les services météorologiques que par la population. La communication autour du danger s'affine et les messages circulent plus facilement. Et de cette meilleure maîtrise naît, chez certains, une forme de confiance jusqu'à parfois donner lieu à un tout autre rapport avec la tornade, non plus la fuir, mais l'affronter. Très bien, les deux noyaux ils restent à peu près. Il y a l'autre droite là. Ça c'est le RFD, ça, ça s'enroule là. Et le nuage blanc il est derrière les arbres. Vu sa progression qui a l'air d'être assez rapide maintenant. Je filmerai bien ensuite. Eux, on les... Ouais, et puis en vrai ça doit être magnifique, le ciel il est céleste, enfin bref. Surnomme les Storm Chasers ou chasseurs de tornades, et pour l'occasion de ce documentaire, j'ai pu en contacter un qui les chasse depuis 2004. Chasser une tornade, ça signifie tout simplement grimper dans une petite voiture et essayer de s'approcher. Ils gagnent de l'argent en étant chasseurs de tornades, je pense qu'il y en a qui gagnent de l'argent, mais ils doivent être très peu. Au plus près de ces phénomènes qui sont très impressionnants et justement oui, ça peut être des chercheurs, voilà, oui. Du vent et voir les effets du vent sur le paysage, sur la nature. Et car lui il fait une thèse à Paris 8 quoi. Profiter pour récolter quelques sensations fortes quoi. La chasse aux tornades n'est pas aussi récente qu'on pourrait le croire. En réalité, elle trouve ses origines dans les années 50, une époque où elle était pratiquée exclusivement par des scientifiques, dans un but d'observation et de recherche, bien loin donc de l'image d'un hobby. Ce n'est qu'à partir des années 80 et surtout 90, avec l'arrivée des caméscopes et la médiatisation croissante du phénomène, que l'activité prend une nouvelle dimension. C'est aussi à cette période que certaines... La photo. Ah, elle me fait rire. Figures emblématiques font leur début, comme Roger Hill, aujourd'hui légende incontestée du milieu, inscrit au Guinness Book des records pour avoir poursuivi plus de 2000 tornades. Mais ce qui va véritablement propulser la discipline sur le devant de la scène, c'est la sortie d'un film en 1996. En vrai, j'aimerais avoir une photo pareille. Vous pensez qu'avec ça, il pécho sur Grindr ? Twister. Sur Tinder plutôt. C'est vrai que la chasse c'est souvent une grosse passion pour ceux qui la pratiquent, c'est quelque chose d'assez viscéral en général. On arrive rarement à retracer les origines de cette passion, à part chez certains qui ont vécu des événements un peu traumatiques justement avec les orages. Alors moi c'est pas mon cas, moi c'est vraiment une passion d'enfance, un intérêt pour la beauté du ciel qui m'a donné envie justement de revivre ces instants le plus possible. Et une fois qu'on y est, c'est vraiment un panel d'émotions tellement dingue entre la beauté de ce qu'on peut observer, donc des ciels totalement irréels qu'on ne voit dans aucune autre situation, et puis la violence des événements aussi bien sûr, hein, c'est très impressionnant. Et il y a aussi tout ce qui va autour, c'est-à-dire le côté stratégique, le côté scientifique aussi, de savoir comprendre de mieux en mieux comment fonctionnent les orages pour les appréhender, pour mieux les prévoir et pour mieux se positionner par rapport à eux. Ça revêt tout un tas d'aspects différents la chasse, qui fait que bien sûr on est fier de faire ça et on est à chaque fois excité de recommencer jour après jour quoi. Chasser les tornades, ce n'est pas seulement capturer des images spectaculaires, c'est aussi une véritable expérience humaine.
Sur la route, vous croisez des habitants, vous échangez des récits, en bref, vous partagez des moments de vie intenses. Et parfois, au beau milieu de nulle part, vous tombez sur d'autres passionnés comme vous, des visages que vous n'aviez vus que derrière un écran. Sorry? Oh, I didn't recognize you. Nice to meet How are you. you, man? Good, man. How you doing? MDR. Yeah, good. Mais la discipline comporte aussi des risques. Devant. Wesh. Mais à quelle vitesse ça avance une tornade? Est-ce que en bagnole tu peux te barrer suffisamment vite en fait? Regarde. Oui voilà, c'est ça moi le plaisir que j'aurais. Je serais dans la bagnole, je crierais, je serais en mode wouh, c'est trop bien, genre c'est les éléments quoi, les éléments qui se déchaînent. L'une des tragédies les plus notables de la chasse aux tornades s'est déroulée durant la tornade d'El Reno. 50 km/h, ouais ok, en bagnole tu peux te barrer, t'as le temps. Le 31 mai 2013. Sauf à Paris à cause de Annie Dingo. À cause de Annie Dingo, une tornade peut nous tuer, on peut pas rouler assez vite. Et ça tombe bien car notre invité était présent ce jour-là. En 2013, on était en train de chasser donc aux États-Unis comme la plupart des années avec mes amis. Et donc le 31 mai 2013, il y avait une situation qui était particulièrement dangereuse. D'ailleurs, elle était décrite comme telle par le SPC, donc c'est le Storm Prediction Center, c'est l'organisme américain qui s'occupe de sortir des bulletins d'alerte. Et ce jour-là, Tu serais aussi comme ça dans une tempête en pleine mer où c'est trop flippant pour le coup. Non, ça n'a rien à voir. Bah en fait, dans une bagnole, tu peux te barrer assez vite. Sur un bateau, même si tu mets les bouchées doubles, tu peux pas aller suffisamment vite. Hein. Même les bateaux à moteur, c'est rare quand même qu'ils aillent assez vite. Donc bon. ils ont sorti un bulletin vraiment qui annonçait du lourd, notamment dans la région d'Oklahoma City. Non, en mer, c'est terrifiant. En mer, c'est vraiment terrifiant. Mon grand frère qui a traversé l'Atlantique, il a vécu des orages et tout. Ouais, enfin, tu rigoles pas, hein, t'as les pépettes. Hein. Donc évidemment, nous, on était sur place. On l'avait identifié d'ailleurs nous-mêmes en regardant les données météo. On savait qu'il risquait de se passer quelque chose de très lourd. Et effectivement, quand l'orage a commencé à se former à l'ouest d'Oklahoma City, on a senti que ça allait être très violent dans les minutes qui allaient suivre, quoi. Ouais. Mais ce que Christopher ne savait pas encore à ce moment-là, c'est que 3 chasseurs allaient Il l'a traversé seul. Non, il avait un équipage, mais s'approcher un peu trop près du colosse. Carl Jung, Paul Samaras et son père, Tim Samaras. Carl Jung. Tous 3 faisaient partie du groupe Twistex, une équipe davantage tournée vers la recherche scientifique que vers la captation artistique. À l'époque, Twistex était reconnu comme l'un des groupes les plus compétents du milieu. Il faut souligner que le groupe était bien connu du grand public. Ils ont le même t-shirt. Notamment grâce à sa participation à plusieurs épisodes de la série documentaire culte Storm Chaser. Ah oui, ok, oui. Ah, les ricains, quoi. Le martèlement des gouttes contre le pare-brise rythme l'attente silencieuse des chasseurs. Leur regard scrute l'horizon, à l'affût du moindre signe. Et attendez, est-ce qu'il y a forcément des gouttes? Est-ce qu'il pleut forcément quand il y a une tornade? Pas obligé, non? La tornade, elle a besoin d'air chaud et d'air froid et de mouvement de vent, mais elle a pas besoin d'eau. Par contre, forcément, s'il pleut, il pleut du coup avec une tornade, quoi, mais... Chasser les tornades, c'est quand même mieux d'avoir des connaissances de base en météorologie et en météorologie des événements extrêmes, de la formation des orages, puisque c'est ça qu'on va aller chercher après sur les cartes, les milliers de cartes qui existent en ligne, qui sont accessibles d'ailleurs à tous, hein, mais après il faut un petit degré d'expertise pour savoir comprendre ces cartes et savoir produire notre propre prévision. Donc ça veut dire restreindre une zone géographique qui va la plupart du temps s'étendre quand même sur quelques dizaines voire quelques centaines de kilomètres, mais c'est une zone où on va se dire tiens, là il va falloir surveiller parce que on considère qu'il pourrait y avoir des choses intéressantes qui vont... Air chaud plus air froid égale condensation égale eau. Ah oui, donc il y en a forcément. Il y a quasiment toujours de la pluie alors. Se passer. Une fois qu'on a déterminé cette zone, on va se diriger vers elle, donc ça peut vouloir dire quelques heures de route, selon là où on a terminé la chasse la veille. Et ensuite, on va vraiment guetter là encore des informations météo en direct, donc ça va être des images satellites, des images radar, avec lesquelles on va pouvoir guetter les premiers indices de la formation d'un orage. Et ensuite, ça va être à nous de savoir déterminer aussi si c'est cet orage-là qu'il faut viser ou plutôt un autre.
parce qu'il y en a plusieurs qui peuvent se former en même temps. Donc il y a une petite partie de poker qui se met en place, et clairement il y a une part de chance qui rentre en compte. Est-ce que si t'es dans une voiture et que t'es emporté par la tornade, est-ce que tu veux survivre? Moi je pense qu'il faut mettre l'intégrale de Gloria Gaynor quand t'es pris par le vent. Voilà, là je pense que tu survivras. Aussi, hein. À 18h01, leurs espoirs prennent forme. Une tornade commence enfin à se dessiner dans le sud-est de la ville. 2 minutes plus tard, elle touche le sol, marquant officiellement son apparition. Malgré l'émotion, les chasseurs restent concentrés, portés par une certaine résilience. Il faut dire que, seulement 10 jours plus tôt, ils faisaient face à la tornade de Moore, l'une des plus destructrices jamais enregistrées. Et ils ont raison de rester vigilants, car à mesure que les minutes s'écoulent, cette nouvelle tornade ne fait que gagner en puissance. La tornade d'El Reno, elle reste exceptionnelle jusqu'à ce jour parce que elle reste considérée comme la tornade la plus large jamais observée, avec 4,2 km de diamètre. Pour le coup, on avait conscience pendant qu'on était en train de la chasser que c'était un événement assez exceptionnel, mais pas forcément à ce point-là. C'est difficile de se rendre compte de la dimension comme ça, surtout dans le feu de l'action, où on était aussi en train d'essayer de rester en vie parce que on l'avait à notre derrière, cette tornade. Et c'est une fois que l'événement s'est terminé que les 4,2 km, ouais, c'est une dinguerie, c'est fou. L'analyse des scientifiques ont eu lieu, qu'on a appris ses caractéristiques. Il y avait un camion scientifique qui était positionné juste à côté de la tornade et qui a pu scanner cette tornade avec son radar Doppler et donc nous donner des rafales de vent estimées à... Waouh, la taille du nuage. 475 km/h, donc il commence à être très intense. Ouais. On est dans le haut du panier des valeurs qui ont été mesurées dans l'histoire. Pour l'équipe de Twistex, c'est une véritable aubaine. Eux qui sont là au nom de la science, ils se retrouvent face à une anomalie, une occasion unique d'enregistrer des données précieuses. Peut-être même qu'ils obtiendront des résultats inédits capables de faire avancer la compréhension du phénomène et d'améliorer sa prévision. Malheureusement, leur chasse ne se passera pas comme prévu. Ah bon ? L'ensemble des chasseurs se trouve au sud et anticipe un changement de direction vers le nord-est. En revanche, la tornade d'El Reno va être bien plus capricieuse et imprévisible qu'ils ne l'avaient imaginé. En réalité, elle se déplace en direction du sud-est, raison pour laquelle les chasseurs décident tout de même de la poursuivre de manière stratégique. Tim, Paul et Carl se dirigent droit vers l'est, tout en veillant à distancier le monstre. Attends, qui est la tornade et qui est le monstre en fait ? Ah oui, non, le truc rouge c'est la tornade. Se dirige droit vers l'est, tout en veillant à distancier. Le centre de la tornade est là, eux ils sont là. Putain. Et le monstre. My name is Tim Samaras, S-A-M-A-R-A-S. I'm a trained weather spotter. Tim Samaras n'est pas un simple chasseur de tornades. Il est une figure respectée, admirée pour son expertise et sa rigueur. Et cette réputation ne vient pas de nulle part. Enfant déjà, il démontait des appareils électroniques, était fasciné par les éclairs et les grondements du ciel. En grandissant, il n'obtiendra pas son diplôme universitaire, mais il possédait autre chose. Une passion extrême, une curiosité débordante et une détermination hors du commun. C'est cette obsession qui l'a conduit à tout apprendre par lui-même. Plus tard, il ira jusqu'à construire ses propres instruments de mesure capables de résister à la violence d'une tornade pour récolter quoi ce truc là ? Des données là où personne n'osait s'approcher. Ah mais c'est des disques durs en série là ? Il n'est pas motivé par la gloire. Ce qui l'anime, c'est la recherche, la compréhension et le progrès. Dans les interviews et documentaires où il apparaît, on ressent immédiatement à quel point les orages l'habitent. Dans ses mots, dans son regard, on perçoit une admiration pour ces colosses. Il ne s'en est jamais lassé. Et même si aujourd'hui son ça doit faire quelque chose, hein. nom s'éteint doucement dans les médias, ce qu'il a accompli, lui, continue d'exister dans les mémoires des passionnés, dans les outils qu'il a conçus, dans les vocations qu'il a inspirées. Ce jour-là, il n'est pas seul. En plus d'être avec un acolyte et ami de longue date, il y a son fils. Et pour un homme et il va mourir, c'est ça ? Déjà prudent, cette présence renforce encore davantage son besoin de maîtrise. Mais en ce 31 mai 2013, à 18h19, une seule décision va leur être fatale. Ils traversent perpendiculairement l'autoroute 81 pour emprunter une route en terre.
Un choix risqué car ce type de chemin est particulièrement redouté. Alors les routes en terre, elles sont très fréquentes aux États-Unis et pour nous, c'est toujours un dilemme quand on doit les emprunter parce qu'on sait qu'en cas de pluie sur ces routes, la surface va devenir très rapidement glissante, hein, ça se transforme en boue. Mais on sait qu'à partir du moment où si jamais tu t'embourbes tes roues, c'est fini. On s'engage dans une route comme ça, c'est dangereux parce qu'on n'est pas certain des conditions qu'on va avoir, si la conduite va être possible encore longtemps sur cette route, surtout s'il se met à pleuvoir de manière intense. Et en plus de ça, on sait qu'on peut se retrouver parfois face à des cul-de-sac. C'est des routes qui ont tendance à amener vers des ranchs, vers des fermes, qui sont parfois indiquées sur la carte et finalement dans la réalité se terminent dans un champ. Et c'est déjà arrivé à des chasseurs de se retrouver dans un champ embourbé alors que des tornades venaient vers eux. Mais on sait qu'à chaque fois qu'on voit une route en terre et qu'elle paraît intéressante parce qu'elle va dans la bonne direction, on se pose quand même à 2 fois la question, est-ce que c'est vraiment le bon choix, quoi. Tim Samaras et ses 2 coéquipiers s'engagent alors sur cette route en terre, aperçus pour la dernière fois en vie par d'autres chasseurs. Ce qui se passe ensuite est en grande partie dû au comportement totalement imprévisible de la tornade. Elle se met à grandir à une vitesse fulgurante de 48 km/h, jusqu'à atteindre une largeur gigantesque de 4,2 km. Elle est venue pour éteindre, hein. Putain. À cela s'ajoute un facteur aggravant. Un rideau de pluie dense qui l'entoure, réduisant drastiquement la visibilité. D'ordinaire, les tornades se cachent quelque part dans ce voile de pluie. Mais ici, c'est tout le rideau qui est la tornade. À 18h23, alors qu'il tente désespérément d'échapper au monstre. Oh non, la route de merde, qui mène nulle part. Il se retrouve pris au piège. Ah ouais. Mais carrément, la tornade, elle a fait un petit détour pour eux. Oh. Carrément, elle a fait une petite bifurcation. Hop, celui-là, je le laisse pas passer, il m'a fait chier. Hein. La tornade surgit, déchire le ciel, balaie tout sur son passage. Et pourtant, la terre se répare, les villes se relèvent et la vie reprend son cours comme si rien ne s'était passé, comme si tout devait recommencer. Dans ce schéma, on y retrouve un cycle, une répétition, quelque chose d'étrangement humain. Car à bien y réfléchir, nous aussi, comme les tornades, nous surgissons dans ce monde, nous grandissons, nous avançons, puis un jour, nous mourrons. C'est deep, hein. Et plus on s'imprègne de cette idée, plus une question s'impose face à nous. Et si, finalement, ces monstres du ciel n'étaient pas le reflet de notre propre condition? Et c'est là qu'une seconde pensée peut nous donner le vertige. Alors que les tornades laissent derrière elles des terres déchirées, et aussi des esprits marqués à jamais, nous, en tant qu'êtres humains, que laissons-nous derrière nous? Ce que nous sommes n'est-il pas à l'image de ce sillon qui sera voué tôt ou tard à s'effacer? Que devenons-nous si personne ne transmet notre souvenir? Pour avoir un début de réponse, posons-nous une question simple. Que connaît-on de nos arrière-grands-parents? Ouais, a priori, pas grand-chose. Je sais pas où il va, là. Nos ancêtres ont pourtant vécu, aimé, souffert, et pourtant, aujourd'hui, plus personne ne parle d'eux. Ça dépend les ancêtres de qui? Alors je réitère ma question, que devenons-nous à notre mort? Encore avec le V, nous voilà à une petite ville qui s'appelle Jérôme. On vient de se faire 5$ le parking, après avoir pris un fee de 20$ sur un monument où on est allé avant qui était éclaté au sol. On s'est encore niqué par un parking. Voilà, c'est magnifique. En mars 2025, j'ai fait un road trip avec un ami aux États-Unis. Durant le périple, on a été amené à se rendre dans un petit village perdu en Arizona. On s'est arrêté dans un petit bar à l'ambiance mexicaine. Waouh, c'est beau! Et à l'intérieur, il y avait des bougies, des fleurs et des visages encadrés sur les murs. On sentait qu'il y avait quelque chose de sacré. La serveuse, curieuse de notre attention, est venue nous voir et nous a tendu une feuille. Dessus, il y avait un texte. Il parlait de ce qu'on appelle là-bas El Día de los Muertos. Une tradition où chaque année, les familles dressent un autel pour leurs défunts. Elles déposent des photos, des bougies et diverses offrandes. Pas pour pleurer, non. Pour se souvenir, car on dit qu'une âme ne disparaît jamais vraiment, tant qu'au moins une personne se souvient d'elle. Mais le jour où plus personne ne cite votre nom, où plus aucun autel ne porte votre photo,
Alors là vient la seconde mort, celle de l'oubli. Et c'est là que tout prend sens, parce que l'oubli est inévitable. Un jour, nos noms tomberont dans le silence, comme ceux de nos J'ai ancêtres. jamais vu Coco. Il y a les derniers Pixar, je les ai pas vus. Mais c'est Pixar, il me semble, non? À moins d'avoir changé l'histoire, nous serons effacés du récit collectif. Mais il y a une chose qui peut perdurer, ce que nous faisons et ce que nous transmettons. Regardez l'aqueduc de l'Aqua Virgo, bâti il y a plus de 2000 ans, eh bien il fonctionne encore aujourd'hui et pourtant nous ne connaissons pas le nom des hommes qui l'ont construit. Pourtant, ce qu'ils Mais c'est quoi cette conclusion là? ont fait perdure. Leurs mains ont disparu, mais leurs gestes a traversé les siècles. Et c'est peut-être là notre véritable héritage. Pas notre visage ni notre nom, mais nos actes. Alors non, nous ne sommes peut-être pas immortels, mais nous pouvons choisir la nature de la trace que nous laissons. Au lieu de s'efforcer de ne pas être oubliés, et si on s'efforçait plutôt de faire quelque chose qui mérite de survivre à notre absence. Ah, c'est beau, hein. Et dire que l'étard, les seules traces qu'il a laissées, c'est des traces de caca sur les murs. Hein. On t'oubliera pas, Moufette, mais je suis toujours là, moi. Laissez-moi. Il est stylé son pancho. En vrai, si les panchos c'était plus à la mode, en vrai j'en mettrais plus. Moi j'aime bien, ça me va bien. Bah écoutez, c'était trop bien. Merci. Bon, c'est pas le sujet le plus, c'est pas le sujet le plus feld up, hein. Pas le plus palpitant, le plus true crime, mais c'était très bien, très bien. Et du coup voilà, ok, c'est son documentaire. Il a fait un docu sur les tornades, sympa.